Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 842 qui correspond à la fin du chapitre 871 et au début du chapitre 872. Et vous inquiétez pas, on va faire la critique analyse, c'est-à-dire qu'on va parler globalement de cet épisode, mais aussi on va parler d'autres choses. On va parler de trois termes, il s'agit de Deus Ex Machina, du fusil de Tchekhov et aussi du foreshadowing. Pourquoi? Tout simplement par rapport au Tametebako. Ça fait longtemps que j'ai l'idée de cette vidéo en tête, parce que je trouve que les trois termes que je vous ai cités tout à l'heure sont étroitement liés, mais correspondent à des situations qui sont totalement différentes, et malheureusement, on a un petit peu tendance à les confondre, et je trouve, et je voulais faire d'ailleurs une vidéo explicative sur ces différents thèmes, et je trouve que le Tametebako est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que le Tametebako est un élément scénaristique et aussi narratif qui permet de trouver une solution à une situation désespérée. Quelle est cette situation désespérée? La situation désespérée, c'est tout simplement que le Garma de Bullsik, que les Mugiwara et ainsi que l'équipage des Fire Tanks de Capone BG et aussi bien sûr César sont dans la mouise. Ils vont se faire tuer par Big Mom et aussi le reste de sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Le Tametebako tombe et explose et justement vient détruire le château, vient donner ce moment de répit qui va permettre justement aux Mugiwara et au reste de peut-être partir. Et il y en a beaucoup à l'époque qui avaient dit « Ah, encore une fois, c'est un Deus Ex Machina, c'est un élément qui vient comme ça et qui sauve la vie, c'est tout le temps dans One Piece, de toute façon c'est tout le temps dans les shonen. » Et je dirais non. Parce que le Tametebako est quelque chose qui a été amené il y a énormément de chapitres avant, c'est-à-dire c'était pendant l'arc des hommes-poissons. D'ailleurs, le flashback qui était présent dans le manga a bien été repris ici au niveau de cet épisode, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des bombes à l'intérieur du trésor national des hommes-poissons n'est pas un acte débile. C'est-à-dire que c'est un acte qu'ils ont fait parce que le trésor national avait déjà été volé, donc ils ont dit si le prochain qui vient le voler, et eh bien quand il va l'ouvrir, quand il va le prendre et qu'il va le prendre et qu'après il va l'ouvrir, et eh bien il va se faire péter la gueule, c'est une sorte de vengeance. Donc le fait qu'on ait les explosifs, la dynamite à l'intérieur du coffre a une logique narrative. Après, le fait qu'il soit maintenant au niveau de l'île, qu'il soit maintenant au niveau de Toadland est aussi une logique parce que au préalable, Ichiro Oda l'avait mis en place. C'est-à-dire qu'il était dans le trésor que eux ils avaient pris et le trésor après il l'a donné à Big Mom pour qu'elle pète pas trop les plombs et qu'elle laisse les hommes poissons un petit peu tranquilles le temps qu'ils refassent des bonbons. Et le fait qu'il explose ici n'est pas un élément qui est dû au hasard, c'est seulement l'avidité de je me rappelle plus son nom, c'est le mec avec le cigare comme d'habitude, hein, voilà, je l'ai sur le bout de la langue, son nom. Bon bah c'est pas grave, de toute façon je le marquerai ici où vous serez tous en train de me le souffler. C'est son avidité justement qui le veut, et il y a aussi le fait que ceci soit une personne qui veut aussi le Tametebako pour le donner au gouvernement mondial vu qu'elle fait partie du CP0. Donc le fait qu'il tombe et le fait qu'il explose, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Et c'est là où on arrive dans l'explication du fusil de Tchekhov. C'est-à-dire que le truc, c'est pourquoi on dit le fusil de Tchekhov? Parce que c'est un procédé narratif où si tu mets un élément, et là par exemple un fusil dans la première scène, dans le premier arc d'une pièce de théâtre, eh bien il faut qu'il soit utilisé dans le deuxième ou le troisième acte. Sinon, ça ne sert à rien de mettre un fusil. Tout élément qui est présenté a obligatoirement une utilité plus tard. Et ça, on le reprend. Un élément qui a été présenté et qui a été quand même assez appuyé, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites autour pour nous le remettre un petit peu en mémoire. C'est quelque chose qui a été présenté, on va dire, dans l'acte 1, par exemple, qu'on va dire l'île des hommes-poissons. Après, on a eu l'acte 2, qui est, par exemple, Dressrosa. Et après, on a l'acte 3, qui est au niveau de Toadland. Eh bien, il a bien son utilité ici. Ceci est une totale différence par rapport à un Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina, lui, c'est un élément extérieur qui vient résoudre une même problématique. C'est-à-dire que c'est un procédé déjà qui était utilisé au temps de l'Antiquité, et c'était souvent un dieu qui était amené,
C'est-à-dire qu'il y avait un acteur qui était un dieu et qui venait résoudre un problème. Là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tout simplement les Mugiwara qui vont se faire tuer. Et bien là, on peut imaginer que le gouvernement mondial arrive et lance un Buster Call pour détruire Big Mom. C'est-à-dire que c'est un élément extérieur qu'on n'a pas vu du tout venir, qui n'a pas du tout été expliqué dans des arcs précédents. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu par exemple la marine qui aurait expliqué oui Big Mom devient beaucoup trop puissante, donc il serait bien de réduire un peu ses puissances pour justement rebalancer l'équilibre du monde, et donc on va faire quelque chose pour neutraliser Big Mom. Et à partir de là, le fait que les gars de la marine arrivent et fassent un Buster Call serait un fusil de Tchekhov, parce que ça aurait été expliqué avant. Or, s'il y avait eu cet élément-là, mais qui n'aurait pas été expliqué, on est plus dans un Deus Ex Machina. Ça reprend par exemple d'autres éléments qu'on a déjà eu au niveau de One Piece. C'est par exemple au niveau de Marineford. Marineford, l'arrivée de l'eau, qui vient sauver Luffy, n'est pas du tout expliqué. C'est-à-dire qu'au niveau de Shabondi, il n'y a pas eu de lien entre l'eau et Luffy qui impliquerait, par exemple, que l'eau viendrait le sauver. De même, l'eau le sauve. Alors après, on apprend, on peut à peu près comprendre, parce que vu que l'eau c'est un di, et que justement, Luffy c'est aussi un di, peut-être qu'il y a une relation, c'est peut-être pour ça qu'il vient le sauver. À la rigueur, on l'apprendrait plus tard. Mais au moment où on a Marineford, c'est un total Deus Ex Machina. On ne sait pas pourquoi l'eau vient et on ne connaît pas les intentions réelles du sauvetage de Luffy par l'eau. Dans Marineford, il y a aussi un autre exemple, l'arrivée de Shanks. Pourquoi Shanks vient sauver? Pourquoi Shanks arrive à ce niveau-là? Même si on sait après qu'il y a eu un combat avec Kaido et qu'il voulait intervenir, au moment où il arrive, il n'y a pas de logique. C'est un Deus Ex Machina. C'est un dieu qui vient, qui intervient et qui vient résoudre une situation, qui vient arrêter. Et en un sens, c'est ça, parce qu'il arrête même la guerre de Marineford. On ne parle pas du reste, mais toujours l'arrivée de Shanks est toujours... Et il est presque considéré un petit peu comme un dieu. Il y a exactement la même chose au niveau de Lockdown. Quand il y a Dragon qui vient sauver Luffy au moment où il va se faire tuer par Baggy. Après, on apprend que c'est son père, mais au moment où il intervient, c'est un total Deus Ex Machina. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, et en plus, il vient des hauteurs. Il vient tel un dieu, par exemple le dieu de Zeus, des éclairs et aussi des tempêtes. Le dieu des dieux. Et c'est ça la grosse différence entre le fusil de Tchekhov et le Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'il y en a un, il a été amené un petit peu en avance, et on sait que l'élément qui est montré ici aura une intervention plus tard, alors que Deus Ex Machina, c'est un élément qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du tout expliqué, qui n'a pas du tout été amené en avant. Et il faut bien différencier aussi le fusil de Tchekhov et le foreshadowing. Le foreshadowing est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est un élément qui est présenté avant et qui aura son utilité plus tard. Sauf que ici, le foreshadowing, c'est plus dans la j'arrive pas à le dire. C'est suggérer, la suggération, hein, c'est peut-être comme ça le mot. C'est une sorte de jeu que met en place l'auteur. Et c'est quelque chose souvent qui passe totalement inaperçu, qui n'est pas focalisé dessus. Et plus tard, on s'est dit, ah oui, mais dans tel chapitre, il s'est passé ça. L'un des plus gros exemples, c'est au niveau de Shabondi, quand on a Disco qui parle à Doflamingo et qui dit, oui, là, ils sont en train de niquer la gueule de tous les esclaves, de tout le business. Et là, t'as Doflamingo qui dit, les esclaves, c'est has-been, maintenant, c'est le smile. Et le smile, on ne sait pas du tout ce que c'est. Le smile, qui est seulement qu'un terme, ce n'est pas quelque chose qui a été présenté. On comprend toute utilité plus tard. C'est même une très grosse utilité parce que c'est ce qui est le but de faire la chute de Doflamingo par rapport à Kaido. Là, on est plus dans le foreshadowing. Il y a aussi un jeu des fois avec les chiffres. Il y a aussi il y a aussi un jeu des fois avec l'apparence d'une personne. Par exemple, quand on a Luffy qui dessine une sirène, eh bien, on voit que le personnage qui est ici est utilisé bien plus tard. Ceci est un foreshadowing, de toute façon on fait des vidéos dessus, mais c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre tout le travail scénaristique et narratif qu'il y a eu en amont. Alors maintenant, on va parler vraiment de cet épisode, maintenant que cette très grosse parenthèse a été faite. Le
le Garma, il y a une il y a une différence entre le manga et l'anime. C'est-à-dire que quand on voit le Garma arriver, il y a une sorte d'urgence dans la fuite des Mugiwara, et c'est un enchaînement de cases qui nous fait montrer plusieurs actions, et on voit justement le Garma attaquer, mais on voit pas les différentes actions qu'ils font. Et à un moment, quand on lit le manga, on voit César qui est face au miroir qui est justement la technique de brûler, et on remarque, on a juste après, on a plusieurs éléments, et on voit d'un seul coup Big Mom qui tient Yongji et Ichiji, et après on voit qui? On voit Katakuri qui a dans ses mains Ichiji ou Niji. J'arrive jamais à les savoir. C'est le premier, c'est Ichiji, voilà, c'est ça. Il tient Ichiji dans ses mains, et on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'ils ont été neutralisés aussi rapidement? Et là, dans l'anime, c'est vachement bien fait, même si c'est mal animé. On va dire que cet épisode 842, comparé à l'épisode de la semaine dernière, ne tient pas du tout le coup. Les combats manquent de dynamisme, même les visages sont un petit peu... Il n'y a pas énormément de détails dans le dessin, et on voit quand même que... j'arriverai jamais avec son nom, Ichiji. Ichiji essaye surtout de gagner du temps face à Katakuri pour permettre à César de partir. Mais à un moment, quand il essaie de s'exploser, on voit qu'il y a une échelle de puissance entre les deux qui est absolument incroyable. C'est comme Ninji quand il fait le tour et qu'il fout le coup de pied. Ta Big Mom a fait hey, ça chatouille, si vous voulez vraiment des coups d'électricité, ça c'est des coups d'électricité. Et là on voit la technique qu'a fait avec Zeus qui est absolument monumentale. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment très très bien. C'est-à-dire que normalement ils sont censés ne pas avoir d'émotion, le Garma, à part bien sûr Reiju. Et pourtant quand leur père se fait totalement latter la gueule par Big Mom, on les voit dire Father. Bon, ils disent pas Papounir, ils disent Father, et après ils vont le sauver, donc ils abandonnent en un sens leur mission pour ça. C'est quand même... Le petit truc comme ça était assez sympa. Et ce qui se passe, c'est que malgré qu'ils soient là, ils n'arrivent pas à empêcher. César se fait totalement prendre. Et il y a le dernier baroud d'honneur qui est prêt. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur des Capone BG, c'est-à-dire qu'on a Pedro, Jinbei, Brook, Chopper, Nami, puis bien sûr le reste de l'équipage sont prêts à sortir. Et à ce moment-là, il y a le Tametebako qui explose. Et c'est vraiment génial parce que on est en haleine. On ne savait pas ce qu'il y a... on ne savait... En plus, ça dit bien, c'est le moment de l'exécution, donc ils allaient tous se faire tuer. On voit même le visage de Capone BG qui se résout à mourir. Et d'ailleurs après, quand il y a le Tametebako qui commence, enfin le Tametebako qui explose, et qu'il y a la tour qui commence à tomber, on le voit hurler de plaisir, et il annonce même la fin de Big Mom, la fin du Yonkou. D'ailleurs on la voit rouler. Là il y a un effet comique quand même assez sympa, on la voit rouler, puis après on la voit tomber, et on cherchait depuis longtemps savoir comment ça allait se passer. Au moment où je faisais mes vidéos critiques analyse, on parlait du Tametebako, mais on n'y croyait pas trop parce que l'explosion en tant que telle, elle est quand même phénoménale, mais on pensait pas qu'elle serait assez forte pour détruire un édifice qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. Alors ça, on peut l'expliquer, parce qu'il y en a beaucoup, ça peut leur sembler un petit peu bizarre. C'est le fait que Big Mom a pas arrêté de hurler. Ça équivaut un petit peu à des tremblements de terre, et ça vient fissurer, affaiblir la structure de quoi? Du gros bâtiment. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Et il y a eu quand même pas mal de coups, il y a eu quand même pas mal de batailles, donc on peut dire que la tour n'est plus aussi solide qu'avant. Il y a eu aussi des explosions à l'intérieur. Rappelez-vous quand Pedro essaye de sortir de la salle, d'ailleurs, où est encore comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Il y a Tamé aussi. Le baron Tamago. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, le baron Tamago, il est encore dedans. Et tout est en train de s'écrouler. Par contre, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que là où ça explose, normalement, c'est là où ça devrait tomber. C'est-à-dire que tu vois la tour qui est comme ça, elle explose ici. Tu as toute cette partie qui s'effondre, enfin qui s'écroule. Et le gâteau a tendance à tomber de l'autre côté. La question architecture et question solide, enfin le dynamique, pas la dynamique des fluides, la dynamique de quoi? La dynamique des solides, je sais pas si ça existe, la dynamique des solides. Enfin bref, au niveau structure, ingénierie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Là, Ichiroda, il s'est un petit peu planté sur le truc. Mais par contre, ça annonce bien. Là, ce qui est bien, c'est que
on a la fuite des Mugiwara. Ils vont pouvoir s'en sortir. Parce que là, leur mission est terminée. Ils peuvent voler le Germa. Donc, ils vont pouvoir partir. Ils ont récupéré Sanji. Ils ont les poneglyphes. Il y a tout le monde qui est avec eux. Donc, ils ont juste qu'à prendre le bateau qui est juste sur le côté de l'île. Donc ça, en un sens, c'est pas trop con. Je pense qu'ils ont aussi à chercher le sous-marin. Et après, une fois qu'ils sont partis, là, c'est bien. Il n'y aura même pas de confrontation avec les autres. C'est-à-dire que les différentes confrontations, on les a eues. Et là, bim, on arrive sur une fin. Une fin qui va être sympa. Donc, il n'y aura peut-être pas de banquet, il n'y aura peut-être rien. Mais on arrive sur une fin qui va être quand même assez facile. Alors, par contre, peut-être que cet arc Toadland est un arc d'introduction par rapport à autre chose. Vu qu'on a vu qu'il y avait des liens avec Elbaf, et comme on sait que les Mugiwara vont aussi aller au niveau d'Elbaf, peut-être que Big Mom va vouloir les poursuivre et va justement les retrouver au niveau d'Elbaf. Et comme au niveau d'Elbaf, il y avait le roi Loki qui voulait quand même se marier, mais qu'il y en a quand même certains qui ont une certaine amertume envers Big Mom, ça pourrait être, c'est peut-être au moment où on va aller sur Elbaf, qu'il y aura la vraie chute, pas la chute symbolique hein, du gâteau qui est en train de tomber, mais la chute en tant que telle du Yunko. Ça pourrait être pas mal. Ça serait pas mal parce que là, franchement, qu'est-ce qui peut se passer de plus? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais je vais pas vous le dire. Donc voilà, donc personnellement, c'est ce que je pensais à l'époque qu'allait se passer. Donc, un épisode qui était assez moyen, il faut bien l'avouer. Un épisode sympa. Voilà, un épisode de transition avant la fin. Avant la fuite des Mugiwara. J'espère que vous aurez bien aimé les petites explications que j'ai fait justement sur le Deus Ex Machina, le foreshadowing et aussi le fusil de Chekhov et du Feld. C'est comme, vous voyez, c'est ça son putain de cerveau de merde. Le mec il se rappelle des noms mais seulement qu'après. Donc voilà, le mec que je cherchais tout à l'heure, c'était du Feld. Donc ouais, parce que sinon j'ai encore passé pour un tocard que je connais pas mes noms. Si je les connais, mais mon cerveau, je suis vieux, je suis un vieux. C'est Azamer qui commence à faire le con au niveau du cerveau. Donc voilà, donc avant de continuer à partir en live, je vais arrêter ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, laisser des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.